Bonjour Eric. Salut, Ça va? ça va, on survit, pas de problème. Donc du coup, oui, on attend notre. Non, il est Non, en. nous avons Boris. Je vais juste faire un Boris petit était dans point. ligne, par contre, il s'affiche pas, c'est pour ça que je peux. Il est juste en salle d'attente. Regarde, Ah oui, nous allons d'accord. Oui, oui, je l'inviter. sais qu'il est en salle d'attente. Voilà, ça y est, c'est bon. Salut, Bonjour. salut, Boris. Pense à activer ton micro parce que manifestement, je t'ai parlé, on n'a pas entendu un truc. C'est bon là? Ah, Très là, bien, c'est beaucoup mieux. parfait. Alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous on a prévu. J'avais prévu de t'inviter il y a un petit moment. C'était au moment où Bachar al-Assad était tombé, parce que je voulais voir avec toi, notamment la question kurde, où ils en sont dans leur lutte, mais aussi en Syrie. Bon, on a en plus un cessez-le-feu entre Israël et Gaza. Sera-t-il tenu? C'est peu probable, vu les nombreux cessez-le-feu qui n'ont pas été respectés par le passé. Néanmoins, voilà, moi je voulais t'entendre et entendre plus généralement le PRCF parce que je trouve que vous avez un point de vue intéressant sur ces questions-là, d'autodétermination des peuples et de lutte pour la question sociale, ce que les Kurdes font ensemble. Ajouter à ça les questions féministes et écologistes qui touchent le Kurdistan, notamment dans ces régions géographiques assez arides. Est-ce que tu veux faire un petit speech avant pour te présenter, peut-être présenter le PRCF, et après on part sur des questions. Bien sûr, oui. Bah, tout d'abord, vous remercier à Fréquence Populaire Média pour l'invitation. Pour nous, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger sur tout type de sujets, que ce soit internationaux ou nationaux. Je ne sais pas d'ailleurs si on m'entend bien là, comme ça. Avec... On t'entend parfaitement. D'accord. Donc concernant le pôle de Renaissance communiste en France, on est une organisation fondée, on va dire, en séparation du PCF, Parti communiste français, depuis 2004. Donc on vise à la reconstruction d'un parti communiste en France sur, on va dire, un socle politique et d'idées qui correspondaient à ce qu'était ce parti, au moins jusqu'à la période Mitterrand, enfin Marché, tout ça, voilà. Hein, donc, après, il y a eu le renoncement à l'eurocommunisme et toute la suite. Je ne refais pas l'histoire, mais voilà, c'est l'objectif principal de notre organisation. Après, évidemment, on défend un certain nombre de choses, peut-être parmi les plus connues, qui est bon, le Frexit, hein, l'indépendance nationale de la France, qu'on appelle les 4 sorties, euro, OTAN, Union européenne, et évidemment aussi l'opposition au capitalisme. Très bien. Eric, une petite question? Non, du coup, non, on va peut-être attaquer directement sur le sujet. Donc, sur la question, peut-être, alors, soit Syrie, soit plus particulièrement l'Euro-Java. Donc, je sais pas, là, c'est au choix pour toi. Peut-être ça serait bien d'expliquer déjà comment ça se passe au Rojava, quelles sont les expériences qui sont plus ou moins en mode autogestionnaire qui se déroulent là-bas. Et donc, du coup, pour situer un petit peu comment sur ce territoire-là les gens s'autodéterminent et sur quel type d'orientation, ce qui est toujours intéressant parce que c'est pas forcément à ça que les gens s'attendent quand on parle du Proche et Moyen-Orient. Bien Donc sûr, voilà. oui. Enfin, moi, pour moi, on peut parler de la Syrie en général, si Ah vous oui, voulez. oui, non, mais après Pas on, de problème, mais on développera effectivement, sur les derniers trucs. concernant les Kurdes, hein, même si je suis loin d'être un spécialiste de cette question-là, mais c'est vrai que c'est une expérience unique qui est mise en place. Maintenant, il faut voir comment ça va continuer dans ces conditions-là, puisque il faut savoir que la Turquie, le régime d'Erdogan, ne veut pas d'un Kurdistan indépendant. Ils avaient déjà essayé d'envahir donc le nord-est de la Syrie qui est contrôlé par les Kurdes. Ils avaient été arrêtés par des négociations et bon, l'armée syrienne était venue s'interposer. Et les Russes derrière aussi avaient cherché à négocier la fin des hostilités. Ça s'était un petit peu gelé comme ça pendant quelques années, un gel de conflit. Bon, finalement, on voit ce qui se passe avec la destruction de la Syrie. Donc, il n'y a plus d'armée syrienne qui jouait un peu sorte de zone tampon entre la Turquie et les Kurdes. Et on voit donc la Turquie et les groupes associés à la Turquie, puisque HTS, tous ces groupes terroristes islamistes sont des groupes financés par la Turquie, reprennent les hostilités contre les Kurdes.
On a vu qu'ils les ont expulsés de la région de Mandjib, là, c'était à l'ouest donc de l'Euphrate. Il y a eu des tensions avec les États-Unis qui soutiennent les Kurdes. Il faut savoir quand même que il y a des relations entre eux qui ont demandé à ce que les Turcs n'envahissent pas l'est de l'Euphrate. Donc voilà, vous pouvez aller à la rive ouest, là c'est bon, mais passez pas après puisqu'il y a les champs de pétrole. Donc forcément, ça pose des problèmes. Donc il y a cette relation aussi ambivalente qu'il faut analyser entre les Kurdes, puisque bon, il y a différents groupes, évidemment, on ne va pas tous les mêmes mettre dans le même panier, mais il y a cette association entre les Kurdes et les États-Unis qui sont présents, je rappelle, dans la région, avec la présence de l'armée des États-Unis sur une partie du territoire. Donc effectivement, qui pose des questions sur quelle est l'orientation finalement de cet État kurde, qui a au moins le mérite de se vouloir laïque, je dirais, contrairement à ce qu'on va avoir en Syrie, où là, c'est un phénomène similaire à ce qu'on a en Afghanistan, c'est-à-dire on va plonger directement dans une espèce d'émirat, on va dire, une dictature islamiste, obscurantiste du pire style. Et je pense que, vu toutes les nouvelles qu'il y a eu dernièrement, ça fait que confirmer ce qu'on pouvait craindre après la prise du pouvoir de ces groupes-là. Bon, on pourra peut-être revenir dessus. Mais voilà, pour ce qui est des Kurdes, effectivement, il y a la question de savoir qui va les soutenir, comment est-ce qu'ils vont se maintenir sur place. Est-ce que vraiment les États-Unis vont les soutenir jusqu'au bout? Puisque déjà, quand la Turquie les avait attaqués, les États-Unis s'étaient retirés de l'affaire. Bon, là, ils ont un petit peu forcé face à Erdogan, mais jusqu'où vont-ils les défendre? C'est pas... Enfin, comme disait Kissinger, c'est dangereux d'avoir les États-Unis comme ennemis, mais c'est mortel de les avoir comme alliés. Donc, après le américain, donc on peut lui faire confiance là-dessus, je crois. Le truc avec les Kurdes, c'est qu'ils sont divisés en plusieurs groupes politiques. Le Rojava, on est plutôt sur un communalisme municipaliste. Au nord, les Turcs du PKK, enfin justement chez les régions turques, on a un PKK qui certes est affaibli, mais qui reste quand même sur des bases plutôt centralisme démocratique, dans ce style-là. Au Kurdistan irakien, c'est la droite libérale kurde qui tient le gouvernement. Et en Iran, c'est un petit peu le centre, encore un peu. Il n'y a pas d'unité non plus chez les Kurdes politiques. Est-ce que ça peut évoluer? Ou est-ce qu'on va arriver sur une fracture? Est-ce que les acteurs différents jouent sur ces fractures chez les Kurdes pour que justement il n'y ait pas d'unité au Kurdistan? Évidemment, côté turc, on sait quelle est la politique de Erdogan. Bien sûr, il va jamais laisser le reste des régions kurdes rejoindre ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne veut pas d'État indépendant, puisqu'ils savent que derrière, ça peut être une base pour que les autres régions où la population kurde est majoritaire puissent vouloir rejoindre. Je ne suis pas sûr que ça ait lieu. Enfin, déjà, il faudrait que cet État kurde soit reconnu, ce qui n'est pas le cas. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait jamais eu de négociation qui aboutit à quelque chose de concret entre la Syrie, justement, quand il y avait toujours Assad, la Syrie et les Kurdes. Pendant toutes ces années, et finalement, ils ont laissé traîner un petit peu le problème. Il n'y a pas eu de résolution entre les Turcs et les Russes non plus. Et les États-Unis non plus, en fait, eux, ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait un rassemblement des Kurdes, parce que eux, c'est la stratagème de la balkanisation. Il faut des petites régions qui sont séparées les unes des autres. Donc, je pense que tant que les Kurdes sont comme ça leur va. Ça permet l'exploitation du pétrole, et puis voilà, puis ils laissent courir un petit peu les dissensions entre les différents groupes. J'imagine qu'en Irak non plus, ça sera pas, il n'y aura pas forcément de volonté pour aller dans ce sens, puisqu'ils sont déjà très plus attachés dans l'autonomie que l'indépendance, il me semble, vis-à-vis de l'État irakien. En tout cas, ça a l'air compliqué. Ce sera d'autant plus compliqué dans cette situation où il n'y a plus l'armée syrienne qui était, comme je le disais avant, qui faisait tampon avec la Turquie en quelque sorte. Non pas qu'ils n'avaient pas de problème qu'ils n'avaient pas de différend avec les Kurdes, bien sûr qu'ils en ont eu. Et je pense que c'est là aussi ce qui a été dommage, qu'il n'y ait pas eu d'avancée de négociation sur les revendications des Kurdes vis-à-vis des Syriens. Mais le simple fait de ne pas vouloir céder au territoire souverain, faisait qu'il y avait au moins cette protection. Voilà, ça c'est les conséquences de quelque chose qui était que personne n'avait prévu apparemment, puisque même
les terroristes eux-mêmes qui ont attaqué Alep pensaient prendre Alep, mais ils ne pensaient pas que l'armée syrienne allait s'effondrer comme ça. Ça a été une surprise. Bon, ils se sont dit, tant qu'à faire, autant faire l'objectif maximum. On prend tout le territoire. Oui, vas-y. C'est un peu compliqué en termes de, par rapport avec la Turquie, effectivement. Enfin, quand on regarde un peu la carte, en fait, ce qui se passait, c'est que la situation s'était vaguement stabilisée avec des zones où l'armée syrienne, effectivement, notamment à Kobané, et donc là, je pense qu'on va avoir enfin, d'après ce que j'ai compris, ça bouge de ce côté-là en ce moment, à Kobané ou Kameshliye, où on avait effectivement donc l'armée syrienne s'était interposée. Et par contre, d'autres zones sont occupées par les Turcs, qui réclament en fait une zone tampon. C'est-à-dire, en gros, ils veulent vraiment un corridor sanitaire, enfin pas un corridor sanitaire, justement une barrière sanitaire pour pas qu'il y ait de mouvements qui se fassent entre effectivement la Syrie et la Turquie, ou bon, éventuellement avec l'Irak, ça serait la même chose, mais c'est un peu plus problématique. Donc déjà, il y a ce sujet-là. Il y a eu des combats, effectivement, qui ont eu lieu déjà hier avec des troupes... hier ou avant-hier, pardon. Avec des troupes, effectivement, qui sont inféodées aux Turcs, donc un peu plus au sud. Voilà, donc on a ce sujet-là. J'en profite pour recommander, je ne fais pas du placement de produits, mais il y a une chaîne qui est pas mal, une chaîne YouTube qui s'appelle Les Conflits en carte. Ça permet de suivre de manière assez sérieuse ce qui se passe sur différents fronts de conflit. Donc en ce moment, ils sont beaucoup sur cette zone-là, et évidemment l'Ukraine, où donc on a un suivi assez intéressant et qui permet des fois de bien relativiser ce qu'on peut lire dans la presse ici, sachant que voilà, il se base sur des images de contrôle objectif et sur les communications évidemment des deux belligérants. Donc quand ça match, c'est que donc on a quelque chose qui est un peu plus suivi, un peu plus sérieux. C'est plus compliqué manifestement sur la Syrie, mais ils arrivent, donc du coup il y a moins d'informations, mais celles-ci sont documentées. Oui, donc en fait, alors, est-ce qu'on peut penser, est-ce que les Américains risquent d'abandonner les Kurdes finalement, indépendamment de la question effectivement, on a bien compris qu'ils ont besoin d'une petite balkanisation et puis de jouer les uns contre les autres. Tout le Moyen-Orient, ça fonctionne comme ça depuis des siècles, au moins depuis le successeur d'Alexandre, donc ça continue. Voilà, ça continue. Mais justement, est-ce que les Américains auraient un intérêt autre que pétrolier? Et peut-être qu'on reparlera du pétrole d'ailleurs dans le cas de la Syrie, parce qu'il y a quand même une grosse influence de tous azimuts. Indépendamment de ça, est-ce qu'ils ont un intérêt à maintenir quelque chose, sachant que la Turquie est leur allié dans l'OTAN? C'est un paramètre qu'il faut pas oublier, et que c'est un allié qui a toujours été un peu ménagé par les Américains, dans la mesure où, effectivement, à l'époque de la guerre froide, ils avaient besoin de quelque chose qui mette un peu la pression sur le flanc sud de l'URSS. Donc voilà, je peux reprendre sur ce point-là, si tu veux, éventuellement. Oui, effectivement. Enfin, il faut voir, on sait que l'équipe là qui arrive, qui va être investie le 20 janvier avec M. Trump et son vice-président, ont déjà annoncé des ambitions de continuer, d'approfondir les opérations au Moyen-Orient. On sait qu'ils veulent aller contre l'Iran avec tout ce qu'ils ont. Hein, c'est vraiment une cible qui est désignée. Cible d'autant plus affaiblie que bon, la Syrie était leur allié, donc maintenant ils sont un petit peu coupés du Proche-Orient. Ce qui veut dire aussi que le Liban et la Palestine sont isolés. Hein. Du côté pour Israël, c'est quand même une bonne aubaine cette affaire. D'ailleurs, qu'ils peuvent occuper le sud de la Syrie et contourner le Liban par la frontière est qui était à la Syrie. Donc forcément, ça les arrange, je pense. Après, effectivement, vous avez mentionné qu'il y a la Turquie qui est un allié. Ça ne les empêche pas d'avoir des petites dissensions. Hein, oui, bien sûr. Petites dissensions qui peuvent se traduire d'ailleurs par des confrontations extrêmement violentes.
On sait qu'il va y avoir une lutte de pouvoir en Syrie entre les différents groupes pour savoir qui va vraiment contrôler ce qui restait du territoire et qui a été pris par ces différents groupes, parce que forcément, ils étaient tous unis contre Bachar el-Assad, mais maintenant qu'ils ont pris le pouvoir, ils ne sont pas forcément très copains entre eux. Hein. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ça pourrait devenir très compliqué. Mais... Oui, il y a un gros sujet, une tentative de reconstitution de l'État islamique dans le sud de la Syrie. Bon, ça a toujours été une zone un peu compliquée à maintenir. Hein, donc oui, probablement qu'il y aura des chocs et des affrontements internes entre ces factions pour le contrôle de ce qui reste de la Syrie. Hein. Il y a on va dire, un nouveau gouvernement officiel qui est promu par ce groupe HTS, mais bon, on voit bien ce que ça donne, qui sont proches des Turcs. Mais qui sont aussi rattachés, qui étaient proches d'Al-Qaïda. Hein. Bon, voilà. D'ailleurs, Al-Qaïda avait félicité Djoulani, dire qu'il avait fait du bon boulot. Voilà. Après, on pourrait très bien commenter sur tout ce qui s'y passe, mais je pense que c'est assez évident quelle direction ça prend. Après, effectivement, je ne sais pas si les États-Unis vont davantage s'investir pour soutenir les Kurdes. C'était un peu l'inconnu avec M. Trump, hein, parce qu'il peut partir dans un sens comme dans l'autre très radicalement. On sait qu'il veut aller contre l'Iran. Je ne sais pas si les Kurdes vont vraiment vouloir s'affronter avec l'Iran. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, il y aura des négociations, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui est planifié. En tout cas, on peut s'attendre à ça. Mais ça fait partie, effectivement, au-delà du pétrole. Parce que certes, le pétrole, c'est le cliché, mais ça reste vrai. Puisque, alors j'avais vu, c'était un article de The Guardian il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 2 ans, qui disait que 80% du pétrole syrien était récupéré par l'armée des États-Unis. Bon, a priori, c'est pas des... Les États-Unis ont des troupes justement dans une zone pétrolifère en Syrie. Oui, globalement, c'est l'Est là qui est occupé par les Kurdes. Bon, ils en profitent, comme ils les soutiennent pour aller exploiter tout ça. Hein. Donc, ça fait partie des accords finalement, en échange de livraison d'armes ou de soutien logistique. Et au-delà du pétrole, on sait qu'ils veulent mettre la main sur la région. Ça fait partie de ces objectifs qui étaient tracés par Brzezinski dans son livre Le Grand Échiquier, hein, que je recommande à la lecture. Il n'y en a pas beaucoup qui sont traduits en français, mais ça a quand même le mérite d'être un discours pour l'élite. Hein. C'était pas destiné à la diffusion de masse, mais qui fixait bien les objectifs de l'impérialisme des États-Unis pour le XXIe siècle. Et effectivement, il y avait le domino au Moyen-Orient contre tous les régimes issus des indépendances, du nationalisme arabe ou du socialisme arabe qu'il fallait faire tomber. Tous ceux qui se sont opposés à l'hégémonie des États-Unis. Donc effectivement, a priori, ils vont continuer dans cette direction, hein, d'autant plus agressivement qu'aujourd'hui, il y a une fuite en avant dans plusieurs directions des États-Unis qu'on voit, dont le système a quand même du mal à continuer de fonctionner, donc il faut plus de rentrées de ressources pour compenser une dette qui est colossale. Oui, c'est le même mécanisme un peu que l'Empire romain, en fait, en réalité. Ils s'étendent, et voilà, ils cherchent à abonder à s'étendre parce qu'ils n'ont plus le choix et l'ensemble de l'économie doit fonctionner là-dessus. Enfin bon, il y a très loin, hein, mais effectivement, c'est quand même un peu la même mécanique qui se met en place. Sur la question pétrolière, tu veux pas porter un petit éclairage sur les histoires des différents projets d'oléoducs qui avaient des projets concurrents, bien entendu, avec des intérêts différents, parce que ça explique, en fait, moi j'ai l'impression que quelque part les ennuis ont commencé vraiment pour la Syrie à partir du moment où il y avait des enjeux de faire passer 2 types d'oléoducs par leur territoire, et bon, et c'était 2 projets différents en réalité. Je ne sais pas où. Bah effectivement, on sait qu'il y a des concurrents, hein, puisqu'on sait que Israël avait des accords, il me semble, avec l'Arabie Saoudite. Donc il y a des projets concurrents entre la Chine et ces nouvelles routes de la soie qui voulaient construire un oléoduc. Il me semble qu'il y avait un projet qui pouvait passer par la Syrie. Bon là, ça va être compliqué, forcément. Donc ça remet un petit peu en cause ce projet-là. En même temps, Israël aura du mal à faire son propre projet parce qu'au vu de ce qui s'est passé à Gaza, la plupart des pays de la région ne veulent plus trop faire avancer la chose avec eux par simple question de popularité auprès des populations, des dirigeants locaux. Hein.
Et puis bon, il y a l'hostilité aussi de certains groupes qui laisseront pas faire ce genre de projet, comme les Houthis, on sait qu'ils sont très actifs contre Israël. Donc effectivement, ça risque de redessiner un petit peu la carte des projets, surtout que bon, on ne sait pas ce qui va se passer en Syrie. En réalité, si ce gouvernement-là va rester au pouvoir, est-ce qu'il va se renforcer, est-ce qu'il va être renversé par un autre groupe? Donc j'imagine qu'ils vont laisser tomber la plupart des projets qui passeraient par la Syrie, en tout cas, à moins que des accords soient passés entre les BRICS et HTS. C'est-à-dire, en fait, le problème qu'on a, là où passe un oléoduc, il y a un droit de passage. Typiquement, l'Ukraine n'a jamais coupé, enfin avant ce début janvier, il n'avait jamais coupé, par exemple, le passage du gaz russe par l'oléoduc qui passait sur son territoire. Ce qui n'est plus le cas, qui donc peut poser d'autres questions. Et donc, du coup, le gaz russe va passer par un oléoduc turc. Et effectivement, le gros sujet, c'était aussi, le gouvernement syrien, il n'est pas forcément intéressé, alors s'il est intéressé d'un point de vue financier, mais globalement, ceux qui sont intéressés, c'est ceux qui produisent et c'est aussi les consommateurs. C'est-à-dire que, sachant qu'il y a des points qui sont un peu embêtants, si on va chercher un peu du côté du Qatar, ils sont en bisbille avec l'Iran enfin, ils exploitent communément une même nappe d'hydrocarbures. Sauf que le Qatar pompe dessus allègrement, plus que l'Iran, qui en plus est soumis à des sanctions, donc qui peut en exporter un petit peu moins. Et donc, en fait, il y a toujours le risque que le détroit d'Ormuz soit fermé par l'Iran, etc. Donc, le Qatar a toujours cherché un plan B pour éviter le passage de pétroliers et par le détroit d'Ormuz, et aussi éventuellement par le canal de Suez. Donc, du coup, l'idée, c'était qu'effectivement, ils puissent relier la côte méditerranéenne. Donc, forcément, même si on fait un détour par la Jordanie, leur projet repassait forcément à un moment donné par la Syrie. Et à l'inverse, l'Iran avait exactement le même problème. Il se disait, ça serait bien si on avait un axe qui nous permettait de livrer directement la zone méditerranéenne. Et donc, du coup, c'était assez logique. Il y avait l'Irak avec un gouvernement qui est assez proche du gouvernement iranien. Et donc, le gouvernement alawite de Bachar el-Assad, donc du coup, qui lui avait l'accès sur les ports. Donc, du coup, il y a un terminal qui était prévu sur Banias. Du coup, et en fait, il y a ces deux enjeux, c'est-à-dire passer, pour le Qatar, il y a aussi la possibilité de rejoindre les oléoducs turcs aussi. Donc du coup, quelque part, il s'était rapproché du régime syrien, et puis quand il a posé une fin de non-recevoir, les vrais ennuis ont commencé. Donc du coup, on peut penser que le Qatar on a des bonnes raisons de penser que le Qatar a soutenu derrière la rébellion face à Bachar pour des tas de raisons d'opportunité qui sont plus des raisons financières. Il faut toujours penser à l'infrastructure qui détermine la superstructure. Voilà, donc du coup, c'est vrai qu'on a quand même ce gros sujet, et du coup, les manœuvres vont continuer. C'est-à-dire que probablement, l'oléoduc qatari aura plus d'intérêt, a plus de vent en poupe peut-être qu'un oléoduc iranien, du coup. Là, en l'occurrence, c'est même un peu plié, quoi. Donc, les Turcs sont gagnants. Hein. Les Turcs sont gagnants. Ils veulent restaurer le monopole ottoman sur les échanges Est-Ouest, et ça arrange les affaires de Erdogan. Déjà, d'autant plus que là, maintenant, tout le pétrole russe passe maintenant par l'oléoduc turc, alors depuis le 1er janvier. Donc, du coup, c'est un peu... la Turquie voudrait devenir un hub, quoi, en fait. Et la Syrie avait vocation à devenir ce hub. Donc, bon, du coup, ils font de pierre deux coups. Et après, justement, puisqu'on parle de la Turquie, on sait que, bon, donc... notamment toute la poche de Idlib a survécu donc grâce à la Turquie.
et puis donc que les djihadistes de Daesh étaient soutenus à partir de Kobané à l'époque. Mais est-ce que, quelque part, on n'est pas dans ce projet néo-ottoman où, en gros, Erdogan voudrait effacer, en fait, la, la réduction de la Syrie à son territoire actuel, qui date d'Atatürk, et du coup, peut-être remettre la main sur des territoires adjacents, notamment il a proclamé, et là ça concerne le Rojava, et il a proclamé qu'en fait il veut reconquérir Mossoul, et notamment, et aussi Kirkouk, puisqu'il y a une grosse zone pétrolière aussi. Donc est-ce que c'est un projet réaliste d'après toi? Ouais, je ne sais pas s'il y a encore le temps sur ce sujet, parce que je voyais que Eric commentait, mais je réponds. Ouais. Ouais. Ouais, évidemment qu'on connaît les ambitions néo-ottomanes de Erdogan, et d'une certaine manière, effectivement, la mainmise sur la Syrie maintenant leur permet d'avancer un peu leur projet. Donc, alors, simplement le contrôle du corridor avec le littoral syrien pourra être utile. Je sais que ce qui avait bloqué les négociations entre justement la Syrie de Assad et le régime d'Erdogan, c'était justement qu'Erdogan demandait des concessions territoriales. Bon, maintenant qu'il y a des gens à eux au pouvoir à Damas, j'imagine que ça ne sera pas si compliqué que ça de les avoir, n'est-ce pas? Après, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Il faudra voir. Je pense ils essaieront de garder le contrôle sur Damas et sur le reste de la Syrie. Puis, on sait qu'à Idlib, c'est déjà la Turquie, enfin, c'est l'économie turque qui a absorbé la région. Ça ne fonctionne que sur la base de l'économie turque, tous les services, quoi. Banque, électricité, tout ça. Ça a déjà commencé à être installé à Alep et dans plusieurs régions au nord. Donc, je pense que il pourrait y avoir des annexions de territoire. Après, reste la question sur le littoral des bases russes, parce que les Russes sont toujours là. Pour eux, ça serait stratégiquement une défaite de devoir se retirer de là, parce que c'est aussi un pont avec l'Afrique. Donc, je sais qu'il y a des négociations sur leur maintien ou non là-dedans, en sachant que l'état de la Syrie est tellement catastrophique que le groupe au pouvoir HTS semble vouloir négocier avec les Russes, alors qu'ils se sont mis sur la figure pendant toutes ces années. Mais en même temps, ils ont la pression de l'Occident qui dit si vous virez pas les Russes, on n'enlève pas les sanctions, donc vous restez sous blocus total. Donc, ils sont comme ça, un petit peu, on ne sait pas ce qui va advenir des bases russes et de cette région qui est majoritairement peuplée d'Alaouites, qui était donc l'ethnie de Bachar el-Assad, qui évidemment font face à des nettoyages ethniques. Il y en a déjà plus de 150 000 qui sont partis sur le territoire russe, et je ne sais pas, j'imagine qu'il y aura des accords pour que cette population va devoir fuir le pays. Enfin, en tout cas, ça, c'est terrible, c'est terrible ce qui se passe. Donc, ça reste en suspens. Si les Russes se maintiennent, j'ai l'impression qu'ils vont chercher à négocier, mais ça, du coup, ça romprait la logique russe de jamais négocier avec les groupes islamistes, djihadistes jusqu'à présent. Ils pourraient leur être reprochés. Mais bon, il y a les intérêts stratégiques en jeu, évidemment. Après, le groupe HTS se présente un peu comme plus moderne, plus modéré, même si dans le fond, on a très bien vu les figures qui sont présentes dedans. Peut-être que les Russes joueront justement sur ça. Mais on a parlé d'impérialisme turc, russe, états-unien, un peu iranien. Bon, on a un cessez-le-feu temporaire entre Gaza et Israël. Mais Israël a envahi avait déjà il y a quelques années envahi le nord de la Syrie, le sud de la Syrie, pardon, et la reprend. Ce gouvernement d'extrême droite de Netanyahou continue d'avancer ses pions. Selon toi, jusqu'où ils vont aller? Je dirais jusque là où ils peuvent. Ouais. Au maximum. Avec ce genre de régime, de toute façon, on connaît le projet du Grand Israël. On sait que si le rapport de force leur permet, ils iront le plus loin possible. Alors, effectivement, il faut se poser des questions parce que il y a une espèce de paradoxe entre, d'un côté, l'apparente force du régime de Netanyahou, et en même temps, on sait qu'il est très contesté à l'intérieur. Bon, finalement, s'ils sont obligés de se retirer de Gaza en ayant dû négocier la libération des otages, c'est quand même une sorte de défaite pour eux. Puisque bon, la force brute n'aura pas permis de vaincre ces groupes armés palestiniens, donc ils auront, on sait ce qu'ils ont fait, qui était destruction systématique et des massacres systématiques de la population.
Effectivement, en se basant sur l'historique de ce personnage et du régime israélien en général, on sait que les cessez-le-feu sont rarement respectés. Ça n'a pas été le cas avec le Liban. Donc, généralement, quand ils acceptent, en tout cas, ce genre de cessez-le-feu, c'est juste pour reconstituer un petit peu les forces, le temps de repasser à une autre offensive. Il se pourrait effectivement qu'il soit... Enfin, il y aura la question de savoir est-ce qu'ils vont essayer d'occuper et coloniser une partie de Gaza, au moins en tout cas le nord. Donc il faut voir ça, parce que bon, entre l'annonce du retrait des troupes et sa mise en place, il y a deux choses évidemment. On sait qu'ils ont ils ont officiellement annexé le Golan, hein, en profitant du chaos en Syrie, puis en profitant du chaos en Syrie, encore une fois, ils ont commencé à avancer des positions. Voilà, donc en général, en contournant la frontière avec le Liban par l'Est, et d'ailleurs ça les arrange, puisqu'ils savent que de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de défense qui avait été mise en place par le Hezbollah contre eux, puisqu'ils ne s'attendaient pas à une attaque de ce côté-là, hein, évidemment. Donc pour le moment, Israël, en tout cas, la destruction de la Syrie, ça favorise les intérêts d'Israël, ils peuvent en profiter. Sur le plan de Gaza, on va dire qu'ils n'ont pas réussi à atteindre leur objectif. De toute façon, ils ne pouvaient pas réussir, je pense, à l'atteindre sur la base du fait que, on va dire, cette population va résister à tout, quel que soit le prix à payer. Finalement, ils vont survivre, hein, je veux dire. Donc, on va dire que l'Égypte avait refusé le chantage du nettoyage ethnique, d'accepter que tous les Gazaouis soient expulsés sur son territoire. Donc, dès lors, pour eux, il y avait l'option, c'est massacrer tout le monde et forcer les groupes armés à céder à leurs exigences, mais finalement, ils sont obligés de négocier. Donc, après, il faut voir encore une fois que Trump est investi, comment ça va changer, parce qu'on sait que c'est un soutien conditionnel de Israël. Il avait d'ailleurs même une petite colonie à son nom sur les plateaux du Golan, là, les hauteurs de Trump, hein, c'est rigolo. Ouais, Il ira peut-être les visiter maintenant qu'officiellement c'est annexé, va-t-on savoir. Annexé, mais peut-être pas reconnu. Juste un point d'information, il y a l'Égypte masse des troupes à la frontière dans une zone qui était théoriquement démilitarisée, donc ce qu'on appelait le corridor de Philadelphie. Donc du coup, les Israéliens ont déjà, eux, ont commencé par rompre cet accord-là, donc ils ont massé des chars tout en bas vers la frontière avec l'Égypte. Et l'Égypte, du coup, se dit ça sent mauvais. Est-ce qu'il ne serait pas tenté de refaire le coup du Golan, donc le coup de l'annexion du Sinaï? Bon, à titre préventif, on va faire ce genre de choses. C'est possible aussi. Ce qui veut dire aussi que quelque part, la confiance ne règne pas entre deux pays qui sont globalement, qui ont réussi à faire plus ou moins la paix. Mais bon, on sent que ça va pas aller, que l'ambiance n'est pas au beau fixe non plus. Bon, indépendamment du fait peut-être qu'il faut calmer l'opinion publique égyptienne. Bon. Mais voilà. Oui, donc du coup, Tristan, tu as une autre question, je crois. Oui, alors c'était encore une fois par rapport à Israël, mais là c'est plus dans un constat ancien. Les différentes guerres qu'a menées Israël par le passé se sont réglées extrêmement vite, en réalité. Ils ont avancé très très vite sur la plupart des territoires, que ce soit le Sinaï, que ce soit le Golan, ou un peu partout où vous étiez allés. Là, ils s'enlisent. Sur à peu près tous les fronts. Alors que même derrière le plateau du Golan, il n'y a pas tant de combattants que ça syriens. Ils n'arrivent pas à avancer. On a vu quelques chiffres comme quoi leur matériel n'arrive pas à suivre, ils n'ont pas la capacité industrielle derrière pour suivre leur matériel qu'ils perdent, et les États-Unis fournissent pas assez. Est-ce que on arrive petit à petit à un scénario un peu à l'ukrainienne où le front va se bloquer, s'enliser pendant plusieurs mois, plusieurs années, et continuer d'avoir des réfugiés, des morts, des dizaines et des dizaines de blessés. Est-ce qu'on va vers ça? C'est vrai que si on prend le grand tableau, si vous me permettez, prendre un pas en arrière, mais pour pas dire le grand échiquier de M. Brzezinski, mais il y a un seul front finalement qui est en train de se dessiner, hein, depuis la Finlande en passant par l'Ukraine, le Proche-Orient, l'Asie et jusqu'à la péninsule coréenne. Hein, on a une espèce d'un seul front
entre d'un côté ces puissances qui soient directement l'impérialisme hégémonique des États-Unis ou des alliés ou des satellites locaux, et d'un autre côté tout un tas de peuples, de pays qui finalement refusent cette domination et cette hégémonie, souhaitent l'indépendance et se battent pour ça. Et effectivement, on a l'impression qu'il y a une généralisation de ce front et que ce front est effectivement une sorte de grande guerre de tranchées mondiale. Effectivement, c'est vrai qu'Israël a eu beaucoup plus de mal aujourd'hui à avancer. Donc ça montre quand même que de l'autre côté, ils ont fait des très grands progrès militaires aussi de ce point de vue-là. Enfin, en tout cas, ils se sont cassés les dents au Liban au niveau terrestre sur les défenses du Hezbollah. Bon, ils ont pu bombarder évidemment avec la supériorité aérienne qui est la leur. Mais au niveau terrestre, ils n'ont pas pu avancer vraiment grand-chose. À Gaza, ils ont eu, malgré la supériorité incroyable qu'ils ont, eu beaucoup de pertes. Hein. Bon, il y a aussi toujours les tactiques d'employer des mercenaires pour faire passer ça comme des pertes qui ne sont pas de l'armée officielle, mais on sait qu'il y a des morgues remplies sur des bateaux en face de Gaza, bon, avec des milliers de cadavres. Donc ça n'a pas été non plus très, très facile pour eux. Donc effectivement, on a l'impression que au-delà de la propagande et du discours ou de la supériorité sur la question aérienne, ils ne sont pas capables réellement de l'emporter contre les forces qui s'opposent à eux. On sait aussi que pour la première fois, Israël, bon, depuis l'année dernière, il a été démontré que le dôme d'acier n'était finalement qu'un slogan et qu'il pouvait être atteint directement à Tel Aviv, y compris par des roquettes du Hamas. Donc le Hezbollah aussi l'a démontré. Ils ont forcé tout le nord d'Israël à être évacué par des bombardements. Alors là, je ne sais pas comment ça en est sur les derniers jours, mais bon, il y avait supposément ce cessez-le-feu qui n'a pas été respecté. Donc, je crois que pour la première fois, il y a aussi une inversion de tendance démographique en Israël. C'est qu'il y a plus de gens qui partent, qui préfèrent fuir les affrontements que de ceux qui débarquent. Donc, la situation aussi économique d'Israël est très mauvaise, hein. Ils sont très endettés. Donc, effectivement, ça pose des questions sur l'avenir sur le long terme du régime israélien, au-delà de M. Netanyahou, hein, de toute façon. Qui a priori est quand même assez affaibli, assez contesté en interne, donc c'est pour ça qu'il était dans cette fuite en avant, hein, pour pas rendre compte au niveau national. Quand il en arrive à censurer la gauche en Israël, et même la gauche modérée, hein, c'est qu'on tombe dangereusement dans un système dictatorial. Hein. Quand on vient à censurer la gauche. Je crois qu'il y avait le maire de Tel Aviv qui disait qu'il transformait Israël en une théocratie fasciste. On pourra peut-être concéder à son expression. Dans la tendance générale, effectivement, à l'autoritarisme, c'est quand même très visible. Il y a eu ce parlementaire qui a été viré manu militari du Parlement en violation de la loi flagrante. Mais ça ne surprend pas, effectivement, qu'il y ait cette fuite en avant. Et c'est généralement une fuite en avant vers ce que nous, on dénonce, la fascisation générale dans le bloc occidental, c'est-à-dire une tendance à l'autoritarisme, une sorte de nouveau fascisme qui se met en place, donc répression systématique, de plus en plus systématique, policière, juridique. On voit des nostalgiques de certains régimes qui refont surface, hein, notamment en Ukraine ou dans les pays baltes. Donc ça part quand même dans un sens qui devrait préoccuper tous les progressistes en général et même les citoyens lambda, que ce soit en Israël ou ici en France d'ailleurs. Ce que je te propose, c'est que avant de conclure, parce qu'il va nous rester 14 minutes à peu près, dans le chat, si vous avez des questions à poser, que ce soit en rapport avec notre sujet ou plus généralement le PRCF ou que sais-je, allez-y. Et Boris, si tu as des questions qui t'intéressent, tu me le dis, je te les affiche et on en parle. Mais voilà, pour conclure sur ce sujet Moyen-Orient, Kurde, Israël, Syrie, dans cet arc-là, bon, on va pas vers une paix durable, quoi. Non, je crois pas. Ouais, même pour info, il y a eu des échanges de tirs entre le HTS et l'armée régulière libanaise à la frontière. Bon, ça a été très vite interrompu, notamment le HTS. On dit non, quoi. On dit calmez-vous, voilà. Mais globalement, c'est vrai que ça reste très tendu, quoi. Oui, bien sûr. Bon, il y a beaucoup de groupes dans cette espèce de conglomérat. Ouais. On en a avec des drapeaux de Daesh qui défilent dans les villes. On ne sait pas qui finalement, est-ce que HTS va garder le pouvoir? Est-ce qu'ils vont se faire une espèce de libéralisation de façade juste pour être acceptable pour l'opinion publique à l'extérieur? Bon, on sait que dans la presse, on n'a pas arrêté de nous les vendre comme étant
coucou, ça y est, on n'est plus djihadiste, on est gentil. C'était quand même assez spécial. Hein, Monsieur Giuliani, il faut rappeler, Monsieur Giuliani était encore recherché pour 10 millions de dollars il y a encore même pas au début là, de l'année. Et puis bon, il y a eu un petit coup de baguette magique à Washington pour dire non, mais finalement, c'est un leader très modéré, très respectable, on va parler avec eux. Mais il faut voir attention, parce que s'il négocie avec les Russes, il va redevenir un peu plus méchant. À moins qu'il cède aux pressions américaines qui leur dit vous dégagez les bases russes et on vous fait sauter l'embargo. Hein. C'est sur la table. C'est vrai que là, à ce niveau-là, on ne sait pas dans quelle direction ça va partir, mais le Liban, c'est assez inquiétant, effectivement, que le Liban soit isolé, que d'un pays ami, maintenant, on ne sait pas trop quoi, et en même temps, il y a des groupes qui commettent des actions, des agressions, et il y a eu une incursion, je crois, d'un certain groupe à la frontière libanaise, dans un village libanais, qui ont assassiné certaines personnes, y compris des membres d'organisations palestiniennes, il me semble. Donc, voilà, la situation est difficile. Le Liban ressemble un petit peu à la Bosnie-Herzégovine pendant la guerre, en fait. On éclate le pays en fonction de ses différences culturelles, religieuses, et on met les gens les uns contre les autres à se battre. Et les intérêts économiques. Il ne faut jamais oublier que c'est quand même ça qui détermine de base. Hein. Ouais. Bon, on attend vos questions. C'est dans le chat à droite, c'est ça? Exact. Ouais. Attends. Les États peuvent disparaître, mais pas les peuples vifs et vigoureux. C'est pas parce qu'ils sont vifs et vigoureux, hein. C'est parce qu'ils arrivent à se défendre. Les peuples sont vifs et vigoureux tant il faut aussi qu'ils soient armés. C'est-à-dire la naissance des États-Unis, typiquement c'était ça aussi. Et la montée d'une opposition, d'une armée syrienne libre, c'était aussi peut-être lié à des financements extérieurs. Donc voilà, c'est peut-être plus compliqué que ça. Est-ce qu'il y a un processus de désarmement, en fait, je pense aussi, qui est mis en cours par HTS? Est-ce qu'il vise pas surtout à désarmer des éventuels opposants pour quitte à les attaquer après et les éradiquer par la suite? Oui, c'est vrai que la décomposition de l'armée syrienne a été tellement rapide que toutes leurs armes ont été laissées sur place comme ça, y compris des armes très avancées de la Russie. Hein. Donc, ils n'avaient pas forcément envie de les laisser entre les mains de certains groupes. Je sais qu'Israël et les États-Unis, en fait, ont fait le travail de l'armée syrienne à sa place, c'est-à-dire qu'ils ont bombardé plein d'entrepôts militaires abandonnés où il y avait toutes ces armes. Ça n'empêche pas qu'il y en a certains qui tombent entre les mains de ces groupes-là. Après, effectivement, il y a Daesh est présent. Après, je sais que HTS peut aussi labelliser certains groupes opposants comme étant de Daesh pour dire bon, vous voyez, allez bombardez-les comme ça, vous nous en débarrassez. Donc il y a une conflictualité entre eux. Hein, ils sont pas du tout, il n'y a pas du tout de consensus. Simplement que ce groupe-là est majoritaire et bon, il a le soutien de la Turquie, ce qui est pas rien. Donc la démilitarisation, elle a déjà eu lieu, elle a lieu, mais pas directement ou volontairement de la part de ce groupe-là. Mais effectivement, c'est préoccupant de savoir si certaines armes tombent entre les mains de ces groupes, qu'est-ce qu'ils vont en faire. Ouais. C'est-à-dire qu'on nous avait déjà vendu, si vous voulez, Ben Laden comme étant le combattant de la liberté, puis c'était génial en Afghanistan, puis bon, on a vu comment ça a tourné. Quoi. Je veux pas dire que M. Giuliani va faire un second round hein, sur ça, mais on ne sait jamais ce que nous réserve le futur. Bon, il nous reste 9 minutes. Est-ce que tu veux conclure sur quelque chose en particulier ? Simplement, de manière générale, je dirais que... on me demande une petite présentation plus large de votre parti, peut-être de ce qu'ils défendent, quelles idées. Vous parlez des 4 grandes lignes du PRCF, tu n'en as cité que 2. Peut-être les 2 autres. C'était les 4 sorties, non ? Non, pas que. Tu m'avais parlé du Frexit. Tu m'avais parlé de la recentralisation, du centralisme démocratique, repartir sur ces bases-là après un PRCF euro-communiste. Voilà. Qu'est-ce qui définit le PRCF en réalité ? Je te laisse développer, tu as 8 minutes. Merci. Effectivement, oui, non. Donc sur les 4 sorties, on a l'euro, hein, voilà,
l'OTAN, l'Union européenne. Donc, on a les 3 sorties, les grandes sorties sur la question de la souveraineté, évidemment. Après, nous, en tant que communistes, effectivement, on pense qu'elles sont difficiles à mettre en place de manière définitive et vraiment achevée sans engager finalement la 4e sortie qui est aussi du capitalisme, c'est-à-dire qu'il faut le dépasser. Donc ça, c'est en analyse sur ce qu'est fondamentalement l'Union européenne, hein, et sur la base du fait qu'on ne peut pas se défendre, on ne peut pas défendre l'économie française ou même la souveraineté française sans engager cette rupture. Donc ça, c'est un des aspects fondamentaux. Après, sur la question du fonctionnement interne, effectivement, on a repris ce qui était le centralisme démocratique qui, nous le pensons, est finalement le meilleur équilibre entre, on va dire, un parti qui a la capacité d'agir de manière centralisée, hein, comme toute organisation politique, mais en même temps qui a une démocratie interne qui soit à la base finalement des accords et de la ligne politique et des décisions prises par l'organisation. Donc ça, c'est quelque chose qui a été abandonné par le PCF, hein, qui est devenu aujourd'hui une organisation plus beaucoup très décentralisée, mais on voit que finalement il y a quand même un appareil de parti où il y a une direction qui finalement fait un peu ce qu'elle veut, hein. Enfin, je sais que Fabien Roussel a fait parler de lui, pas forcément en termes positifs de la part des militants, puisqu'il faisait beaucoup de choses qui n'étaient pas dans la ligne, hein. Alors il faut voir, puisqu'ils ont dit, il y a une conférence nationale, ils ont dit que ça allait soi-disant se régler, on n'y croit pas trop, mais en tout cas, on l'espère pour eux. Mais effectivement, pour nous, c'est important qu'il y ait ce respect interne de la démocratie interne. Finalement, la définition d'une ligne collectivement et qui ensuite est appliquée par les militants, hein, voilà. Donc ça, c'est sur le fonctionnement interne. Après, sur d'autres politiques, en plus des sorties, on pense que il faut, pour relancer l'économie française, relancer la production en France, hein, réindustrialiser. Comment, par exemple? Pardon ? Comment, par exemple? Déjà, c'est pour ça qu'on remet toujours sur la table les 4 sorties. Je risque d'être fatigant avec ça, mais en fait, on ne peut pas faire de politique économique de l'État sans monnaie. Donc déjà, il faut une monnaie. Mettons, on est sorti les 3. On a réussi, on a fait tomber l'UE, l'OTAN s'est cassé la figure parce qu'on est sorti avec tout le monde, et j'en oublie un, l'euro. L'euro n'est plus un problème. Vers quel système économique on va? C'est intéressant ça comme débat aussi. Alors l'idée, justement, si on a tout ça, effectivement, ça va faciliter les choses puisque, si vous voulez, l'État peut impulser du coup le réinvestissement dans le tissu industriel national. On peut aussi avoir une protection, puisqu'il faut comprendre aussi, on n'associe souvent pas les deux, mais que le libre-échangisme nous coûte cher. Donc en fait, on a ce marché européen commun qui est en fait une concurrence déloyale, et on sait très bien à quel point c'est mortel pour les producteurs français, quels qu'ils soient. Et en plus de ça, comme il n'y a plus ces revenus, parce qu'avant il y avait les revenus des taxes douanières de l'État, hein, jusqu'à l'abandonnement progressif avec le marché commun dans les années 60, le traité de Rome, 1957. Donc il y avait ces taxes douanières, qui servaient à financer l'État, donc il y avait moins d'impôts. Ils ont abandonné les taxes douanières, donc ils ont mis plus d'impôts sur la population et les producteurs. Donc vous payez, vous êtes doublement punis, vous payez pour compenser les taxes douanières qu'il n'y a plus, et en plus vous avez face à vous la concurrence déloyale. Donc on pense qu'en sortant de cette logique, on peut reconstituer un cadre où ça pourrait être productif, enfin beaucoup plus facilement rentable pour les producteurs français de produire. Après, on pense qu'il faut une intervention d'État dans les secteurs stratégiques, hein. Nous, on est pour, comme on dit, nationalisation des secteurs stratégiques. Donc, il y en a qui étaient déjà nationalisés avant, qui ont été privatisés partiellement ou pas. Donc, il faudra revenir là-dessus. Mais on pense que l'État doit jouer un rôle central dans l'intervention de l'économie. Ça ne veut pas dire que tout doit être nationalisé, hein. Je veux dire, on ne va pas nationaliser le salon de coiffure ou... Je te prends un exemple. Juste avant, on a quelqu'un qui fait de la production à Perpignan de textile.
Quand on regardait les prix, je suis pas sûr que tu es arrivé à ce moment-là. 36 euros un t-shirt, un maillot de bonne qualité, fait en France avec du textile français. On l'a à 5 à 6 euros venant de Chine. Ça peut être justement intéressant de sortir de ce marché mondialisé et de taxer ces produits-là, qui soient au moins au même niveau que les produits français. Comme ça, vous avez au même prix, de la meilleure qualité, produit en France. Ça vous permet de mieux rémunérer les gens. Bon, après, je sais que vous, on est plus sur les socialisations des moyens de production, évidemment. Mais ça nous permet de reconstruire notre industrie, augmenter les salaires et, en réalité, mettre de la démocratie au sein des entreprises. En gros, c'est ça. Oui. Alors, bon, pour ce qui est des nationalisations, je sais pas, je pense pas que toutes les entreprises le seraient. Hein. On parlait un peu des secteurs stratégiques et surtout des gros poissons, que ce soit la grande distribution, certaines industries qui sont fondamentales aussi pour l'économie française. Donc, je suis pas sûr que tout doit être nationalisé comme ça d'un claquement de doigts. Il faudrait aussi que ça soit un processus aussi où les travailleurs eux-mêmes et ceux qui sont dans les soient partie prenante de ce qu'ils veulent faire aussi, hein. C'est-à-dire donner plus de démocratie interne dans les entreprises et que ils puissent décider eux-mêmes ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent de l'autogestion, est-ce qu'ils veulent de la participation. Il s'agit pas de le faire avec un canon sur la tête, hein. Mais voilà. Pour ce qui est justement de ce que vous parlez là de ces prix-là, effectivement, on est pénalisé aussi par l'euro, puisque l'euro a été fixé par les Allemands à un niveau très fort. Et nous, pour l'économie française, c'était mortel, ça a été mortel. Enfin, il suffit de voir un graphique sur la balance commerciale depuis l'introduction de l'euro, c'est comme ça. Voilà. Donc, pour l'économie italienne aussi, d'ailleurs, hein, ça a joué pareil. L'Italie a été pénalisée de la même façon, et l'Espagne également, quoi. Bien sûr. Ben, en fait, beaucoup de pays européens ont souffert de ce marché européen et de cette Union européenne et de l'euro en général, en faveur en partie de l'économie allemande. Donc ça a été terrible, et des investissements des États-Unis, bien sûr. Donc si on sortait de l'euro, on peut avoir une monnaie sur laquelle on fixerait le taux de change. Et je sais qu'il y avait des politiques avant, quand il y avait encore le franc, que c'était régulièrement utilisé par l'État français, c'était de faire de la dévaluation compétitive de la monnaie, du coup, pour essayer de faire baisser le coût des marchandises, et y compris à l'étranger, favoriser les exportations. On pourrait dire que c'est un peu de la triche financière, mais bon, plein de pays le font. La Chine le fait. C'est un classique, hein. Donc, c'est un classique. Mais du coup, nous, on ne peut plus le faire à cause de l'euro et de l'Union européenne. Et dans le cas de l'économie française, où on était peut-être sans doute moins compétitif que des grandes puissances industrielles, que ce soit l'Allemagne, la Chine, le Japon, les États-Unis, on n'a pas vraiment le choix, hein. On est obligé de faire ces stratégies-là si on veut défendre une industrie nationale. Donc, entre ça et du protectionnisme plus classique, effectivement, ça pourrait changer la donne pour le producteur français. Donc, il y a moins de concurrence, plus de soutien aussi de la société ou de l'État et des banques pour ça, et une protection aussi à la fois entre la monnaie et les taxes douanières face au marché mondial. Donc, voilà. Après, c'est une tendance qui peut évoluer avec le temps, puisque les pays qui sont très compétitifs aujourd'hui, on sait que leur productivité augmente, donc finalement les salaires augmentent, tout augmente, hein. C'est le cas de la Chine. Donc aujourd'hui, je pense que peut-être d'ici quelques décennies, seront beaucoup moins compétitifs qu'aujourd'hui, mais c'est la tendance générale de la... Ils le sont déjà beaucoup moins aussi, hein. On voit cette différence entre il y a 20 ans, où il y avait absolument toutes les industries qu'on pouvait imaginer à bas coût. Maintenant, ils se dirigent beaucoup plus vers les nouvelles technologies. On a des immenses industries de nouvelles technologies. La Chine fait ce pari aussi de se moderniser, et tout ce qui est à bas coût part vers la Birmanie, vers le Bangladesh aussi. L'Éthiopie. Voilà, oui, l'atelier du monde de demain, ce sera plus la Chine, mais l'Afrique, hein, voilà. Mais bon, au final, c'est les mêmes problématiques. C'est l'industrie se déplace, ça s'industrialise, le niveau de vie s'élève, et puis... Puis ça se désindustrialise, ça se casse la figure. Voilà, donc au final... C'est le cycle du capitalisme, en réalité, hein. Ça remet... le fait qu'il puisse y avoir une remise en question de développement inégal au niveau mondial, ça mettrait fin à cette logique de la concurrence déloyale sur le marché international, si vous voulez. Donc, nous, on a intérêt, finalement, à se défendre en attendant que le reste de la planète élève son niveau de vie. Donc, c'est le cas de la Chine, peut-être demain de l'Afrique, on l'espère. Et il n'y aura plus de logique ou d'intérêt, finalement, à l'exploitation étrangère demain. Mais bon, ça peut prendre du temps, hein. Ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Ouais.
Ce ne sera pas un chemin semé de roses. Non plus, non plus. Un petit mot de la fin, une petite conclusion, Eric, si tu veux dire quelque chose, et après on passe la parole à Boris. Et nous non, j'avais vu une question qui avait été soulevée, il faut que je remonte un peu, et du coup, c'est comme il y a des choses qui sont passées dessus. Oui, donc j'avais une question assez classique. Quelle est la position de PRCF sur les questions de propagation et de diffusion d'idéologies mortifères qui ne se remettent pas en question, comme le sionisme, par exemple? On pense que c'est préoccupant de voir l'influence qu'ont certains de ces mouvements en France. Enfin, c'est évident qu'il y a eu une dérive politique, diplomatique de l'État français et en général des médias qui sont quand même très alignés sur les éléments de langage de Tel Aviv. Hein. Enfin bon, on se rappelle encore l'époque Chirac-Villepin ou même un peu avant, bon, on voyait qu'il y avait quand même beaucoup plus de positions un peu plus équidistantes ou non alignées, comme on pouvait dire, sur certains de ces sujets. Où on allait être des deux côtés, essayer de travailler à la paix réellement. Hein. Bon, là, il n'y a plus de travail pour la paix. Même si Netanyahou a humilié M. Macron à plusieurs reprises, bon, après, il a essayé de se venger un peu sur le Liban, mais on voit bien que ça va nulle part. Il n'y a plus de défense de la diplomatie française, donc voilà, donc d'un côté, ils vont pas condamner ce qui est fait à Gaza, mais ensuite ils vont condamner d'autres choses, donc le deux poids, deux mesures, ça a fait perdre toute crédibilité à la France en tant que ça, c'était une puissance diplomatique, la France considérée à l'international. Maintenant, après le passage de M. Macron, je crois que malheureusement, on peut plus s'en enorgueillir. Il va falloir tout refaire, hein, entre guillemets, si on veut de nouveau gagner la confiance des internationaux. C'est dommage, c'est regrettable, mais c'est la conséquence d'une vassalisation aussi vis-à-vis des États-Unis. Macron a tout cramé, il faut tout reconstruire. C'est pour résumer. En quelque sorte, je pense qu'il reste encore des choses. Il a pas eu assez de temps pour tout cramer. On est quand même un pays résistant sur certains sujets, malgré tout. Hein. Mais c'est cette ça craque d'un peu partout. Hein. La sécurité sociale craque, les retraites craquent. Enfin, ils le font craquer exprès. Hein. C'est pas le système en lui-même qui craque. Hein. C'est eux qui remettent une pièce dans la machine à problème. Mais j'espère qu'on va pas se retaper encore les mêmes personnes en 2027 ou avant si Macron décide de démissionner, ce qui est très peu probable. Voilà. Sans doute qu'il va sortir avant, et d'ailleurs on l'espère, et je pense que ça serait au moins... Ah, vous pensez ? Une conclusion positive. Oui, non, je pense que c'est vu comment ça va se passer. Enfin, le gouvernement de Bayrou ne tiendra pas très longtemps. Et je crois que M. Macron, enfin, les options de M. Macron sont en train de se réduire à pas grand-chose. Je pense que tu as raison sur cette question-là. Dans tous les cas, je vous remercie pour cette interview. C'est toujours un plaisir d'échanger. Le plaisir est partagé sur des sujets intéressants. On discute d'un truc, puis on passe sur autre chose, et puis on continue d'apprendre. Le plaisir est partagé.